Bonjour à tous, bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole à celles qui vivent leur maternité à l'étranger. Dans les 3 premiers épisodes, vous avez entendu des récits de grossesse et d'accouchement au Japon. Parce que la maternité ne s'arrête pas au premier jour et que les défis évoluent avec l'âge des enfants et les situations de vie, je vous propose aujourd'hui un format un peu différent pour ce 4e épisode. Je reçois Karine, française et maman d'un petit garçon de 10 ans. Elle nous raconte leur envie de venir vivre au Japon, les défis du quotidien avec un enfant porteur du trouble du spectre autistique et la solution qu'ils ont trouvée à ce jour pour accompagner leur fils, l'école à la maison via le CNED. Karine nous confie que malgré la réalité du quotidien pas toujours rose, elle savoure de vivre dans le pays de ses rêves et mesure les bienfaits de cette vie à l'étranger sur sa maternité. Je remercie Karine pour son témoignage sincère et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Karine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Chaque épisode commence par une petite présentation de l'invité. J'appelle ça le Mama Tomo Portrait parce qu'on est au Japon. Donc est-ce que tu peux te présenter, ton prénom, ton âge, ton pays d'origine ? Donc bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 40 ans. Vous êtes français, originaire de Marseille. Avec qui vis-tu cette aventure de l'expatriation ? Il y a mon mari et mon fils. Très bien. Et ton fils a quel âge ? Oui, mon fils a aujourd'hui 10 ans. Vous vivez dans quel quartier à Tokyo ? Nous vivons dans le nord de Tokyo, donc Itabashiku. Est-ce que tu peux nous partager tes bonnes adresses ou tes lieux coup de cœur ? Oui, alors les lieux coup de cœur dans lesquels on va régulièrement avec mon fils, c'est surtout en été quand il fait chaud. On aime bien aller dans les Mizu Asobi. C'est des petits endroits assez courants au Japon, dans tous les coups il y en a, qui sont gratuits, où il y a en général un petit cours d'eau, auquel les enfants peuvent patauger. C'est les jabu-jabu ? Oui, je sais pas. Moi, j'appelle ça Mizu Asobi, c'est comme ça que j'ai appris. Il y en a un petit peu partout. Il y en a un très sympa à côté de Oji. C'est vraiment un cours d'eau avec des arbres. Sinon, comme autres bonnes adresses, il y a les game centers, les trucs comme ça, ouais. genre qu'on aime bien aller explorer. Et notamment, je crois que l'un des meilleurs spots pour les enfants, c'est le Legoland qui est à Odaiba, qui est finalement pas si cher que ça. Et au final... Donc c'est un parc, comme un parc d'attractions ? C'est un parc intérieur, oui, c'est un parc intérieur avec plein de trucs, plein de thématiques autour des Legos, plein de jeux autour des Legos, et notamment des pistes pour faire fabriquer des petites voitures, et donc on peut faire rouler ces voitures construites en Lego juste avant. Enfin voilà, il y a plein de petits stands sur tout autour du Lego, et c'est... Et est-ce que, parce que toi tu es arrivé au Japon donc avec un enfant grand, enfin là tu nous parles de ta vie au Japon avec un enfant grand qui a 10 ans, est-ce que dans vos loisirs, tu vois, tu nous parles du cours d'eau, du Legoland, est-ce que tu penses que vos temps partagés ici au Japon sont différents de ce que vous viviez en France ? Bien que, comme il était plus jeune, c'était forcément d'autres choses. Oui, c'est complètement différent. Ici, on est beaucoup plus souvent avec lui. Comme il parle pas la langue, il parle pas japonais, il s'y intéresse pas, malheureusement, à mon grand désespoir. On est toujours à côté pour veiller à ce qu'il fasse à peu près... Il respecte les règles, en fait. Donc, les temps de loisirs sont complètement différents. Je vais prendre l'exemple des activités extrascolaires. On s'est mis à faire du taiko. Donc, le taiko, c'est du tambour japonais traditionnel, celui qu'on a pendant les matsuri. Et donc, je fais avec lui, en fait, parce que je ne peux pas le laisser. Ils ne parlent pas, c'est des gens, ils sont très gentils, hein, ils sont adorables, les gens qui font cette activité-là, mais ils ne parlent pas français ni anglais, et mon fils ne parle pas japonais assez bien pour se faire comprendre. Donc, plus il faut gérer les crises, etc. Donc, oui, voilà, donc c'est un peu plus... Oui, donc on va terminer ton Mama Tomo Portrait. Est-ce que tu as un hack, un tips de maman expatriée, quelque chose qui te sauve dans ton quotidien, quelque chose que tu as découvert ici, une application, un gadget qui rend ta vie de maman tellement plus simple ? Alors, c'est pas quelque chose que j'utilise encore, mais je sens que ça va bientôt me sauver. C'est une amie qui m'en a fait part il y a peu de temps. C'est des applications pour se faire livrer les courses. Genre les courses du quotidien. Commande le vendredi et tu te fais livrer le vendredi suivant tes courses, etc. Et je pense que je vais bientôt l'utiliser, que ça va vraiment me sauver la vie parce que j'en ai marre de faire les courses tous les jours. Oui, pour alléger un peu ta charge. Ouais. Voilà, la charge mentale. Exactement. Super, un grand merci Karine. Alors, on va repartir sur le moment où vous décidez de venir vivre au Japon. Rappelle-nous, depuis quand tu vis au Japon ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer au Japon et particulièrement à Tokyo ? On est arrivé en 2023, donc ça fait 3 ans aujourd'hui. On est arrivé en janvier. Et qu'est-ce qui nous a décidé à venir ? C'est un peu compliqué à exprimer. En fait, c'est une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure. Un genre de
une sorte d'introspection sur mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre vie, est-ce qu'on serait pas mieux en train d'explorer le monde et de vivre un truc un peu fou. Et cette introspection est arrivée en même temps que des problèmes au travail de mon mari, qui a décidé donc de chercher un nouveau travail. Et il s'est dit, quitte à chercher un nouveau travail, autant chercher un vrai nouveau travail bien loin et ailleurs et genre on va à l'aventure. Oui, donc vous avez cumulé et votre introspection, votre crise de la quarantaine par anticipation, et votre envie de changement et de vivre ailleurs et d'explorer le monde, avec un renouveau professionnel pour ton mari. C'est ça. Et on s'est dit, en fait, si on le fait pas maintenant, après ça sera trop tard. Ouais. Ça sera trop tard et on sera peut-être passé à côté de quelque chose. Et il faut savoir qu'on était propriétaire en France, on était installés, on avait notre petite routine, voilà, on était bien. Et c'est mon mari qui a dit bon allez, il faut qu'on vive un truc, il faut qu'on fasse un truc, on va essayer, on va tenter le coup. Et donc moi je lui ai dit bon vas-y, t'as qu'à essayer, en me disant que ça marcherait jamais. Voilà, et 3 mois plus tard on était à Tokyo. Le Japon, c'était un pays... c'était la cible. Ah, c'était la cible, donc c'était un pays que vous aviez déjà visité ? Oui, c'était un pays de cœur en fait ça fait aujourd'hui beaucoup trop longtemps qu'on vient régulièrement au Japon. Notre premier passage ici, c'était pour notre voyage de noces. D'accord. C'était en 2009, je crois, oui. 2010, pardon. Je ne vais pas calculer parce que ça fait beaucoup trop longtemps. On était tout juste mariés, on a visité pour la première fois, on a fait le classique Tokyo, Kyoto, sans la masse de touristes, et c'était vraiment trop bien. C'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Et après, on est revenu en 2013 avec mes parents, et après, on est encore revenu en 2020, juste avant le Covid. Donc là, avec votre fils ? Non. Ah, vous étiez toujours tous les deux ? On n'était que tous les deux. On voulait un moment à nous. Et là, on a visité Kyushu. Oui. Et c'était trop bien. Et donc, en fait, c'est un pays qu'on connaît bien. Moi, dans mes activités, je pratique la cérémonie du thé depuis une dizaine d'années. Donc, je connais aussi la culture japonaise. On est parti en connaissance de cause. Bien sûr. On n'avait pas non plus les lunettes roses en se disant ça va être magnifique, comme dans les mangas et les films. Non, on savait qu'il y aurait des difficultés. On savait dans quoi on partait, en fait. C'était un vrai choix, un pays connu, un choix en conscience. Et en fait, tout s'alignait bien. Oui, et ça s'est tout aligné. Et d'ailleurs, on est parti très très vite. C'est-à-dire que mon mari a trouvé un job en 3 mois, ce qui est très rapide. Et on est parti 3 mois après. Vous avez vendu la maison ? On a fait les cartons, on est parti parce qu'on n'avait pas le temps en fait. 3 mois, c'est très très court. Oui. Et on est arrivé. Il a fallu qu'on trouve une maison, vite. Et après, on a eu le temps de s'occuper, de se dire, bon, alors, attends, il faut qu'on gère nos affaires en France. Parce qu'on avait gardé nos économies et notre appartement là-bas. Et en fait, on a décidé assez rapidement de vendre, plutôt que de garder le bien ou de louer. Parce qu'on s'est dit qu'il n'y aurait pas de retour, dans l'immédiat en tout cas. Ah oui, vous êtes vraiment partis en sachant que c'était un aller simple, quoi. Oui. Et là, les familles, vous leur avez présenté ça comment ? Assez simplement, en fait, c'est-à-dire on en parle. J'ai de la chance d'avoir une famille très humaine et compréhensive. Ma belle famille aussi, pareil. Et en fait, ça s'est fait simplement. On leur a parlé, on leur a dit voilà, on a ce projet, etc. Alors, évidemment, ils nous ont pas caché qu'ils étaient tristes. Bien sûr. Parce que c'est normal. Et en même temps, ils étaient contents pour nous. C'est-à-dire, vous allez vivre un truc trop cool. Moi, j'aurais adoré le faire, donc allez-y, foncez, quoi. Donc, on a été soutenus, même si c'était un petit peu à contre-cœur, mais on a été soutenus quand même. Donc, ça aide. Ça aide bien à partir un peu plus... le cœur léger aussi. Le cœur plus léger. Et d'ailleurs, tous les ans, ils viennent nous voir. Donc, et eux, ils s'éclatent aussi à visiter. C'est trop chouette, ça. Et donc, toi, là, en 3 mois, enfin, raconte-nous, comment tu packes ta vie, en fait ? On a eu la chance d'avoir un déménagement payé, donc tout frais payé par l'entreprise de mon mari, plus le voyage en avion. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et toi, à l'époque, tu travailles ? Moi, à l'époque, je travaille, oui, mais sinon, c'est pas drôle. Hein. Oui, effectivement, je travaille. En plus, je venais de trouver un job. 9 mois avant, je trouvais un job vraiment qui me plaisait dans une petite start-up branchée écologie, bobo, écolo, facho, enfin le professionnel, voilà, le truc que je voulais faire, c'est-à-dire un truc vraiment aligné avec mes convictions. Donc, ça a été dur, ça, de devoir renoncer à ça ? Oui, ça a été un peu compliqué pour moi parce que je me dis mince, enfin, je trouve un truc qui me plaît et faut que je me sacrifie. Et il faut que je me... Alors, c'est un mal pour un bien, en fait. Je me sacrifie et en même temps, je vais dans le pays dans lequel j'ai toujours rêvé. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, dans un premier lieu, c'est que je me suis dit,
j'ai eu cette illusion que, parce que j'étais informaticienne, je pouvais faire ça en télétravail, full télétravail, depuis un horaire de 8 heures de décalage. Je me suis dit, on va essayer. Et mon boss m'a dit, ok, on va essayer. Ça a duré 3 mois, et après, j'ai pété un plomb. Ouais, t'as perdu ton énergie. J'ai perdu mon énergie, et en fait, j'avais plus du tout de contact avec mes collègues. Et c'est-à-dire que alors, le contact physique réel n'est pas quelque chose d'important pour moi. C'est-à-dire que j'aurais pu être en full télétravail en France, ça m'allait très bien. Mais par contre, il me fallait un contact, ne serait-ce que pour pouvoir poser des questions, avoir des réponses sur certains points techniques. Et ça, c'était quelque chose de pas possible, puisqu'on avait 8 heures de décalage. C'est-à-dire que quand moi, je travaillais, eux, ils étaient en train de dormir. Et donc, forcément, mes questions, ils y répondaient quand c'était l'heure des repas. Donc, par exemple, vers 19h. Et moi, j'étais en train de... T'étais avec ta famille. J'étais avec ma famille et je pouvais pas répondre. Donc ça a duré 3 mois et j'ai lâché parce que c'était pas possible. Ok. Donc toi, tu renonces à ton travail, tout en sachant que tu vas vivre dans le pays de tes rêves. Ton mari, il a son boulot. Et donc là, votre petit garçon, il a quel âge ? Là, il a 8 ans. Il a 8 ans. Il a 8 ans et on commence à se demander et à se dire que ça va pas être facile. Ça a commencé fin maternelle. Jusque-là, bébé adorable. Vraiment, le bébé de catalogue. Gentil, souriant, qui gazouille, aucun problème de santé, nickel. Et ouais, fin de maternelle, la maîtresse qui nous dit ouais, quand même, faudrait voir, faire tester pour voir s'il est pas HPI. C'était la mode des HPI à l'époque, mais mode avec des gros guillemets. Et là, la maîtresse, quand elle vous dit ça, il y a... Qu'est-ce qu'elle pointe du doigt ? Quels sont les signes d'alerte ? Alors, les signes d'alerte, c'est notamment le fait qu'il est très très en avance sur tout ce qui est écriture, lecture. D'accord. Il sait lire. Ok. Et aussi en mathématiques, tous ces genres-là. Et par contre, le fait qu'il a des comportements un peu décalés par rapport aux autres, il a du mal à se faire des copains, il a très peur des bruits, ce genre de choses. Elle a émis ce doute-là. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà perçu, vous, à la maison, ou pas spécialement ? Oui. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose où vous, jusqu'à présent, le corps médical, les rendez-vous pédiatres, personne ne vous en parle ? Non. Ok. Non, c'était vraiment tout va bien, madame la marquise. C'est normal, c'est un petit garçon. Il parlait ? Oui, beaucoup. Énormément. Il s'est pas arrêté depuis, d'ailleurs. Il est très très bavard. Il parlait avec un niveau de langage qui était très élevé. Pour son âge, très soutenu. Des mots compliqués, complexes, qu'il utilisait à bon escient. Donc c'était assez perturbant et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a alerté. Voilà. Ok, donc on est fin de la maternelle, fin de la grande section. Il a 6 ans. Le projet d'expatriation arrive combien de temps après, là ? Elle arrive 2 ans après à peu près, quand il est au CE1. Ok, donc entre l'alerte de la maîtresse et le départ de l'expatriation, il y a un diagnostic qui est posé. Oui, il y a un diagnostic de HPI qui est posé. D'accord. Pas un diagnostic d'autisme. Parce que c'est compliqué quand ils sont petits. On n'a pas encore... les tables d'évaluation sont assez... sont en général faites pour les adultes. Et il n'y a pas forcément tous les outils pour diagnostiquer quand les enfants sont petits. Et il y a aussi cette vision qu'ont les gens de... c'est normal, il fait du bazar... Parce qu'il est mal éduqué, parce que c'est un petit garçon, donc il a plein d'énergie, donc il fiche le bazar. On rejoint le stéréotype de genre, oui. Voilà, le stéréotype de genre, et on a aussi voilà, ça va passer, c'est une période, ça va passer, c'est bon. Donc ce diagnostic de HPI a été posé, on en a profité pour le passer en classe supérieure. D'accord. En CE2. Et en fait, c'est au milieu du CE2 qu'on a déménagé. Donc au milieu du CE2, changement de vie pour toute la famille. Comment vous lui expliquez les choses à lui ? Est-ce qu'il était au courant déjà du projet pendant sa préparation, pendant l'élaboration de tout ça, puisqu'il est très intelligent et j'imagine qu'il perçoit beaucoup de choses ? Comment vous lui annoncez et surtout, quelle est sa réaction ? Lui, il était au courant depuis le début, c'est-à-dire que dès qu'on s'est dit tiens, on va peut-être tenter un truc, lui, il a été au courant, on lui en a parlé tout de suite, parce que si ça marchait, ça allait être dans la continuité de l'explication et il n'était pas sûr. Donc on lui en a parlé tout de suite, on lui a parlé du pays, moi qui étais déjà branchée, tous les deux d'ailleurs, mon mari et moi, on était très branchés Japon, donc on lui avait montré des photos, on lui a parlé du pays régulièrement. Donc il connaissait déjà quand même. Et quand on lui a parlé du projet, il a fait oui, bon d'accord, ok. Et voilà, il a été au courant du processus tout du long. Et pas de réaction ni extrêmement positive, ni négative, ni je vais perdre tous mes copains ou ça va être différent, moi je vais pas savoir parler la langue. Il n'était pas du tout là-dedans. Non, il était vraiment pas préoccupé par tout ça.
Une de ses préoccupations majeures a été, mais est-ce que je vais avoir ma chambre ? D'accord. Voilà, donc est-ce que je vais avoir ma chambre à coucher avec... où est-ce que je vais mettre mes jouets ? Très pragmatique comme question. Très, très pragmatique, toujours. Et donc, on lui a dit, non, il est évident que tu auras ta chambre, donc c'est bon, pas de problème. Ok, on y va. Vous lui annoncez que vous partez, la décision est prise, les choses s'organisent pendant 3 mois. Est-ce qu'à un moment, quand même, dans cette préparation du départ, le trouble autistique de votre fils impacte en fait ce projet ? En fait, vous donne des inquiétudes, vous donne des craintes. Est-ce que toi, il y a un moment où tu te dis, est-ce qu'on l'a pris suffisamment en compte, ça ? Est-ce qu'on a pris suffisamment en compte peut-être l'accompagnement médical dont il a besoin ? Et surtout, oui, comment on va pouvoir transposer ça au Japon ? Comment vous avez pu être aidé à votre arrivée pour mettre ça en place ? Et surtout, est-ce que tu avais identifié des ressources qui allaient pouvoir t'aider ici ? Alors, niveau accompagnement médical, on avait une psychologue, pas une psychiatre, une psychologue, donc celle qui avait fait les tests pour le diagnostic HPI, et il était suivi par cette psychologue. Donc évidemment, on lui en a parlé, et elle nous a dit que c'était un projet intéressant, et que elle, de toute façon, elle pouvait suivre à distance. Voilà, à distance, si jamais on avait besoin. Et en fait, on s'est pas inquiété outre mesure, parce qu'il était, entre guillemets, que HPI. D'accord. À cette époque-là. Donc on s'est dit, on fera des trucs à distance, on va y arriver, on n'est pas les premiers. Il y a d'autres Français, il y a une communauté française, il y a sûrement des gens qui ont vécu ça, on va pouvoir se mettre dans le flot. Et puis il y a une école française, on s'est dit, on va pouvoir avoir une certaine continuité dans l'enseignement aussi, ce qui va limiter les perturbations. On va garder un cadre. On était confiants, il va y avoir un cadre, ça va aller. Et c'est pas aller trop bien. Avant de faire un petit focus sur ça, sur la partie éducation, est-ce que, avant que vous arriviez, par exemple, vous aviez pris contact avec l'ambassade de France ici, à Tokyo ? Est-ce qu'il y a une liste de psychologues ici ? Est-ce que vous aviez pu collecter ce genre d'informations ? Est-ce que vous avez identifié des organismes ou pas du tout ? En fait, sur le site de l'ambassade, il y a une liste de thérapeutes francophones et on n'a pas eu d'autres infos. On n'a pas eu d'autres infos. On est vraiment sauté dans le vide. Ouais. Avec le recul, je me dis, en fait, on était complètement tarés. Mais on a sauté dans le vide en se disant, ça va bien marcher, on va bien se rattraper à une branche quelque part. Vous étiez dans la confiance absolue sur le projet. Ouais. On va retransposer ce qu'on vit, notre vie de famille, ici en France, mais au Japon, avec un mieux-être parce qu'il y a un nouvel environnement, un boulot plus épanouissant pour ton mari. Toi, tu avais peut-être un autre projet de renouveau aussi professionnel. Une continuité dans l'éducation et au final, la réalité a été un peu différente. La réalité un peu différente, mais je pense pas qu'elle ait été... comment dire ? Je pense que ça serait passé pareil en France. Niveau boulot, épanouissement personnel, ça va. Le contrat est rempli. On est bien. Mais c'est vrai que pour le fiston, l'éducation a été un vrai point de problématique. On a bien vu que le cadre scolaire ne lui convenait pas, et le cadre scolaire n'arrivait pas à s'adapter à ce besoin particulier de cet enfant-là qui était qui n'arrivait pas à suivre en fait. Il était brillant, c'est-à-dire qu'il a collectionné les bonnes notes, mais en même temps, il se roulait par terre en classe. Oui, donc, inadapté au groupe classe. Exactement, inadapté au groupe classe. Et je pense qu'en France, ça aurait été pareil, puisque l'enfant, c'est pas le Japon qui l'a changé, il était comme ça de base. Et je pense qu'au bout d'un moment, on aurait pris cette solution aussi en France. Ou alors, on aurait peut-être pu être accompagné de manière plus stricte, puisqu'on aurait trouvé des psychiatres et des plus encadrantes. En France, je crois que quand un enfant a des besoins spécifiques, il peut avoir ce qu'on appelle des protocoles individualisés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, il y a des AVS. Est-ce que là, c'est quelque chose qui a pu vous être proposé ou c'était compliqué parce que tout simplement, il n'y avait pas d'AVS disponible ? Alors, nous, on nous a proposé un plan d'accompagnement personnalisé, qui est un bien grand mot pour pas grand-chose, en fait. Il fallait mettre en place des choses, voilà. Ils ont mis en place des choses. J'ai pas vraiment le détail. On nous a demandé de refaire des tests psychologique, alors qu'on avait déjà un test qui confirmait déjà ça. On nous a demandé de faire des tests, donc on a fait des tests, c'est en tout 2 tests en plus au Japon. Alors attends, là on fait un stop là-dessus. Oui. Les tests au Japon sont pratiqués par des médecins, par des psychologues. Par des psychologues qui parlent quelle langue ? Français. Ah, d'accord. Donc là vous pouvez vous rapprocher d'un psychologue francophone au Japon qui établit ce test. Il est habilité à le faire. Oui. Il y a 2 bonnes psychologues, dont une psychologue spécialisée dans le trouble autistique qui est francophone au Japon, à Tokyo. Donc, d'accord. Ça, c'est pas mal. On a cette chance-là. L'école vous demande de faire les tests, vous faites les tests. Le diagnostic est un peu étayé. Oui, tout à fait. Là, on sait que maintenant, il est TSA. Donc, il a été mis en place des choses, des temps de calme, etc. Mais, in fine, la structure globale de la méthode d'enseignement, elle peut pas changer. C'est normal. Et ça marchait pas. Ça marchait pas du tout.
Donc on a préféré arrêter là pour le préserver, tout simplement, pour pas qu'il se dégoûte de l'éducation. Et là, ça a été quoi votre solution de secours ? Et là, la solution de secours a été... Parce que là, on rentre dans une situation de secours. J'imagine que quand tu comprends que ton enfant qui va à l'école tous les jours ne va plus pouvoir aller à l'école, là, il y a bien un moment où les options doivent pas être multiples. Est-ce que vous avez même envisagé, par exemple, l'école japonaise ? Ou est-ce que c'était même pas une option ? Est-ce que vous avez envisagé une structure privée ? Mais là, on se parlait franchement, il y a quand même un coût. Voilà, quelles ont été les options qui se sont passées dans votre tête et quelles décisions vous avez prises ? Alors, juste pour revenir sur le coût était déjà très élevé, en fait. Donc, le coût était pas forcément... Oui, vous faisiez déjà l'effort, c'était pas un déjà sujet. un gros effort. On a cherché d'autres écoles internationales, mais on s'est dit que, vu qu'il parlait pas parfaitement anglais, ça allait être probablement encore plus dur pour lui. Rajouter une difficulté alors qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, donc ça rajouterait... L'école japonaise, n'en parlons pas. Mmh. Enfin, c'était... Forcément, on y a réfléchi, mais il parle pas japonais, et c'est un cadre quand même très strict. Mmh. Et très peu surveillé, parce que les enfants sont très autonomes, et lui, il a aucune autonomie, donc c'était juste pas possible. Et au final, on s'est dit, la solution qui reste, c'est l'école à la maison, c'est-à-dire le CNED. Le CNED est la seule école à la maison, parce qu'il y a plusieurs structures, en fait, d'enseignement à la maison. Le CNED est la seule habilitée par le Japon comme école. C'est-à-dire que pour le gouvernement japonais, mon fils est dans une école. Donc du coup, au niveau juridique, au niveau paperasse, c'était le plus pratique. Et oui, parce que comme vous vivez au Japon, vous devez vous conformer à la loi ici qui veut quand même qu'à partir de 5 ou 6 ans, l'enfant est scolarisé. C'est ça. Ah oui, donc il faut trouver l'organisme qui est validé par le gouvernement japonais comme une institution. C'est ça. D'accord, donc là, le CNED, raconte-nous. Déjà, il a fallu demander à l'ambassade aussi, l'ambassade de France, pour avoir l'autorisation de scolariser notre enfant à domicile. C'est un dossier ? Très arrangeant. Oui, c'est un dossier assez facile à remplir. D'accord. Il n'y a pas de visite médicale, il n'y a pas d'interview avec quelqu'un ? Non, c'est juste une demande. Après, dossier pour que le CNED nous accepte aussi. Exact. Et donc, comment ça se passe ? En fait, on reçoit les manuels à la maison. Oui. Donc, on a comme des cahiers de vacances, mais en version un peu boostée et costaud, par sujet. Donc, on a les mathématiques, le français, la musique, l'art, l'anglais, la science, l'histoire géo. Et ces manuels, en fait, sont suffisants. C'est-à-dire que l'enfant va lire ce qu'il y a dans le manuel, répondre aux questions. Ensuite, il y a un corrigé à côté. Et il y a aussi parfois des séances en ligne qui sont d'ailleurs très motivantes. Et ça se fait tout seul et c'est vraiment très, très bien fait. Et donc là, pour le CNED, à aucun moment on demande à un adulte, enfin vous n'avez pas dû recevoir une habilitation pour faire cette éducation à la maison ? Non. On considère qu'en fait l'enfant avec les fascicules peut être en mesure de faire à la fois professeur et élève parce qu'il y a les consignes, il y a les explications, il y a les leçons. C'est ça. D'accord. En fait, il travaille en autonomie. Évidemment, il y a ce qu'on appelle un accompagnateur. Donc, c'est la personne qui va être capable de répondre aux questions, capable de l'aider pour trouver la réponse aussi. Parce que forcément, des fois, il y a des choses que je ne sais pas. Donc, je vais aller chercher dans le corrigé, je vais aller chercher sur Internet pour voir la réponse, etc. et accompagner. Donc, c'est plus un travail d'accompagnement plutôt que d'un travail de professeur. Et là, quand même, toi, tu viens d'arriver au Japon. Parce que, en fait, moi, je trouve ça fou. Tu viens d'arriver au Japon. T'as mis toute ta maison en carton. Tu arrives au Japon, tu as renoncé à ton job, enfin en tout cas tu as dit là j'arrête, ça va pas être possible dans ces conditions. Ton fils ne peut plus être scolarisé. Et en fait, il y a un moment où tu comprends quand même qu'en fait c'est toi qui vas être l'accompagnateur de l'éducation à la maison. Ah bah oui. Et là il se passe quoi dans ta tête ? T'arrivais à être suffisamment dans une forme de résilience en disant de toute façon c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? J'avais pas le choix en fait. Je pouvais pas dire non, tant pis, il continue à l'école et il va se faire maltraiter pendant toute sa scolarité et il va finir. Non, bien sûr. Voilà. Non, c'est pas ce qu'on souhaite, clairement. Évidemment. Donc en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. À aucun moment tu t'es dit non mais là c'est trop en fait, c'est trop pour moi, ou même de dire j'ai pas signé pour ça en fait. Si, il y a des moments où je craque, c'est assez compliqué. Je suis convaincue qu'on a pris la bonne décision parce que ça n'aurait pas pu marcher. Ouais. Je suis souvent en lutte tous les jours. Il y a un moment où je lutte avec mon fils pour qu'il travaille, ou qu'il arrête de se rouler par terre en hurlant. Ouais, c'est dur, au quotidien c'est dur, mais je me dis que j'ai la chance d'être dans le pays que j'aime. Et j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui prend des jours pour me soulager. Sur le fait que ton fils a un diagnostic posé, qu'il est en conformité avec la législation du Japon, est-ce que ce trouble est reconnu par le Japon
d'un point de vue médical. Et ma question est plutôt de savoir, est-ce que votre coût de résidence tient compte de ce trouble pour peut-être vous offrir des aides spécifiques ? Puisque, à titre d'exemple, on sait que, notamment quand une famille a un nouveau-né, elle peut avoir des heures de garde, des heures pour des doulas. Est-ce que le fait d'avoir un enfant porteur d'un trouble ou plus largement d'un handicap, est-ce que le gouvernement de Tokyo, parce que là on est à Tokyo, prend ça en compte et vient en support aux familles d'une quelconque manière qui soit ? C'est une bonne question. J'avoue que la question se pose pas pour mon fils, puisqu'il n'a pas de diagnostic fait par un médecin, puisque ce sont des psychologues qui ont posé le diagnostic. Et que si on voulait avoir un diagnostic posé par un médecin, il faudrait rentrer en France. Et on peut pas. Et on veut pas. Un diagnostic complet, officiel de TSA, ça prend 1 an. Et on peut pas, en fait. On peut pas se permettre de faire ça. Les allers-retours à de chaque faire fois. des allers-retours en France et même, enfin, il faut prendre 2 ans d'attente. Enfin, c'est pas possible. Il pourrait peut-être passer les tests en anglais, mais pour les faire au Japon, mais comme il parle pas parfaitement anglais, ça serait peut-être un peu biaisé. Enfin voilà. Donc on n'a pas ce diagnostic officiel, tamponné, ministère, paperasse, tout ça. Donc on n'a pas accès à toutes ces aides-là. C'est pour ça qu'aussi à l'école, on n'a pas pu débloquer les AESH, donc les aides pour l'aider à faire son sac ou à ranger ses livres ou à se concentrer sur l'exercice en cours. Donc on pouvait pas débloquer ça parce qu'on n'avait pas ce tampon officiel par un médecin, pas psychologue. Donc on est conscient du problème, de son trouble. On a des tests qui disent oui, il a un trouble, il est pas comme les autres, il a besoin d'aide, mais on peut pas avoir les aides parce qu'on n'a pas le médecin qui a dit effectivement il y a besoin d'aide. Ok. Waouh. Mais un chapeau quand même. Est-ce qu'on peut Ouais. Un grand merci Karine pour toutes ces confidences sur votre vie avec ton fils, sur toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer ici, tout ce qu'il faudrait faire mais que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes au Japon. On va faire maintenant un petit focus sur cette vie à l'étranger, avec un petit focus sur les traditions et les coutumes locales. J'aime bien dans ce podcast demander à mes invités si elles ont adopté une habitude, une pratique, une fête locale, qu'elles aiment célébrer ça avec leur famille. Oui, alors on aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup la culture japonaise. J'adore toutes leurs fêtes, j'aime beaucoup les matsuri, etc. Donc si je dois en choisir une, ça va être la première visite au temple, puisqu'on vient de la faire, hein, on est à la nouvelle année. Depuis qu'on est ici, le premier ou le deuxième jour de la nouvelle année, on va visiter le temple, le sanctuaire, pour aller faire notre première prière et tirer les prédictions, acheter des nouvelles amulettes et faire tous ces petits rituels un petit peu sympas et qui marquent aussi l'entrée dans la nouvelle année. On essaye de se souhaiter une bonne année et on se la souhaite aussi de manière spirituelle. J'aime bien ce petit rituel. Mais sinon, on suit beaucoup les rituels japonais. Et tout à l'heure, tu disais que ton fils était pas trop intéressé par la langue japonaise, mais est-ce que, par exemple, ces petits rituels, notamment la Tsumode dont tu parles, la première visite au temple de l'année, il y a quand même on peut acheter son ema pour écrire sa prière, ses intentions pour l'année, on tire nos petites amulettes, on tire les petites prédictions. Ça, c'est quand même assez rigolo pour les enfants. Enfin, c'est joyeux. Je trouve qu'au Japon, ils célèbrent quand même Oui. Ils ont des religions, je trouve, joyeuses. Même au temple, quand ils ont les stands de nourriture, là, pour justement la première semaine, on va dire, de l'année. Comment il vit ça, ton fils ? Ah, mais lui, il adore. Lui, il aime bien tous ces petits trucs. À chaque fois qu'on va au temple, ah, je veux tel truc, ah, je veux un omikuji. Surtout quand il y a les omikuji, donc c'est les prédictions, qui sont en forme de petits animaux mignons, ou qu'il faut aller pêcher dans un bac. C'est toujours très rigolo. Lui, il aime beaucoup. Et il est passionné aussi par la mythologie shinto, donc, parce qu'il a des livres là-dessus. Donc il les connaît tous. Il sait reconnaître les temples en fonction des symboles. Là, il va me dire celui-là c'est celui de Tenjin parce qu'il y a la vache, parce qu'il y a les pruniers. Donc voilà, donc lui ça l'intéresse et en même temps c'est marrant. Donc non, il aime beaucoup tout ce folklore et les matsuri, il est toujours très joyeux et très sympa. Donc on en profite bien.
Est-ce qu'il y a des situations quand même particulières où tu apprécies d'être au Japon? Tu te dis, c'est tellement agréable d'élever mon enfant ici au Japon. Il va y avoir je vais revenir sur les fêtes, notamment en été. Dans le quartier, il y a une petite fête où ils transportent la mikoshi, donc c'est le sanctuaire portatif. Et il y a un événement spécial où c'est avec les enfants. Mon fils était bienvenu. Mon fils était le bienvenu pour transporter la mikoshi et il avait son casque sur les oreilles parce que ça faisait beaucoup de bruit, mais il était bienvenu et ça se passait très bien. Et je pense aussi à autre chose, c'est-à-dire que quand on va au taiko, donc le tambour japonais, et qu'il se roule par terre parce qu'il a envie, en fait, personne ne le juge. C'est assez étonnant parce qu'en France, on est très dans le jugement, surtout pour les enfants. On est très dur, en fait, avec les enfants. Avec les enfants et les parents. Puisque puisque c'est par rebond. On rentre dans « il est comme ça parce que… » Voilà. Donc on est très dur avec les enfants et avec les parents. Et au Japon, c'est des enfants. Donc il se roule par terre, il fait n'importe quoi, il crie, il court, il saute. Ouais, c'est normal, c'est un enfant. Enfin, c'est drôle, c'est sympa, ouais. Laissez-le vivre. Et ça, c'est un truc que j'apprends en fait, à le laisser faire un peu n'importe quoi de temps en temps parce que en fait c'est pas grave. Les Japonais sont ok avec ça. Ouais, puis toi ça doit te faire aussi du bien un peu de pouvoir lâcher un peu prise, d'être moins dans le contrôle. Ouais. Exactement. Ouais, complètement. Merci Karine. C'est les dernières questions de l'épisode. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à des futurs parents expatriés? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment, que ce soit dans ta préparation de cette expatriation, dans ta première année d'expatriation? Un conseil, c'est faites attention, Tokyo, c'est vraiment très 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 grand. On n'a pas idée à quel point c'est immense. Il faut vraiment bien étudier le trajet et de sa vie en fait. Ne serait-ce que l'école, la crèche, etc. Avoir quelque chose de pas trop loin ou alors avec une bonne ligne de métro. Ouais. Parce que ça prend un temps énorme en fait. C'est très grand. C'est très grand, ça prend un temps fou. Et ça coûte aussi cher. Oui, c'est vrai. Plutôt cher. Les transports coûtent quand même plutôt cher, c'est vrai. Donc, faire bien attention au moment de la localisation de votre famille, de là où vous posez vos bagages. Merci pour ton honnêteté, vraiment ta transparence sur le sujet. Et merci de nous avoir fait un petit peu rentrer dans ton quotidien. Merci beaucoup d'être venu à mon micro. Et j'espère qu'on va se revoir très vite, peut-être même autour d'une cérémonie du thé, puisque tu en as un peu parlé. Je pense que nos auditeurs pourraient être intéressés par le fait que tu proposes un service de cérémonie du thé. En français. Et donc cérémonie du thé authentique, en petits groupes, et avec des explications en français. Vous pouvez poser toutes vos questions librement. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter Karine pour une superbe cérémonie du thé en français. Karine porte souvent de magnifiques kimonos. L'Instagram de Karine pour les cérémonies de thé, c'est Tranquility Tokyo. Je référencerai tout ça. Merci Karine. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mer. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode ou les précédents. Vous pouvez retrouver les ressources et les coulisses du podcast sur Instagram, @nouvellemer.lepodcast. Et petite nouveauté, pour vous aider au quotidien, j'ai créé une Google Maps avec toutes mes adresses préférées et les adresses testées et approuvées partagées par mes invités. Le lien est disponible directement dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage de maternité à l'étranger.